Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de la série de podcasts Les Voix du Cercle Humania. Le podcast qui vous donne une longueur d'avance sur votre stratégie RH. Dans la Voix de l'expert, nous donnons la parole à des spécialistes autour de sujets spécifiques de la RH. L'intelligence artificielle fait les gros titres depuis déjà quelques mois. IA par-ci, générative IA par-là. Tous les médias RH sont emparés de la question. On parle à la fois de menaces pour nos emplois, d'opportunités pour s'affranchir de certaines tâches. Avec le cabinet Weston, nous avons décidé de se lancer dans un exercice axé sur la prospective et notamment sur le futur du travail. Nous accueillons donc Shadi Antouche, partenaire AI and Data de Weston. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots ? Oui, bonjour Camille, bonjour à tous. Donc moi, je suis l'un des partenaires dans le cabinet Wavestone où j'ai fait toute ma carrière depuis 2007. Wavestone, c'est un cabinet de conseil international avec des racines européennes. Il compte aujourd'hui 5500 collaborateurs. Nous sommes présents dans 17 pays, en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, et puis au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, et en Asie, à Hong Kong et Singapour. Moi, plus particulièrement, j'ai travaillé une dizaine d'années dans le domaine de la cybersécurité, en France, avant d'aller monter le bureau de Hong Kong pour Wavestone et de le diriger jusqu'à l'an dernier. Et maintenant, je suis en charge d'accélérer notre développement sur l'intelligence artificielle, qui n'est pas un sujet nouveau en tant que tel pour nous, puisque nous accompagnons nos clients sur le sujet depuis presque 10 ans, mais qui est effectivement remis en lumière avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Alors justement, en parlant de l'intelligence artificielle, mettons-nous d'accord sur les définitions. Qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui une intelligence artificielle ? En fait, en une phrase, l'intelligence artificielle, ce sont des cerveaux numériques dans des ordinateurs très puissants. Et en fait, le terme n'est pas nouveau, puisque c'est depuis les années 1950 qu'on parle d'intelligence artificielle. Et en fait, la différence, c'est que pendant ces décennies, les informaticiens, les ingénieurs, les scientifiques ont travaillé surtout à améliorer la manière dont ces cerveaux devraient fonctionner et comment on devrait les construire. Pour l'instant, tout le monde s'accorde à dire que ces cerveaux numériques sont beaucoup moins intelligents et beaucoup moins avancés que nos cerveaux biologiques. Et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard. Il y a effectivement des questions autour du progrès de ces cerveaux numériques et de jusqu'où ils peuvent aller. Donc plus précisément, ce dont on parle, c'est d'algorithmes informatiques qui sont exécutés, qui tournent sur des ordinateurs très puissants et ont accès à une énorme quantité de données, avec pour objectif de faire un bon usage de ces données. Et donc, si vous voulez, le point technologique où on en est arrivé aujourd'hui, c'est à la fois des algorithmes qui sont efficaces, une puissance de calcul qui est disponible, et puis un accès à d'énormes masses de données. Tout ça fait qu'on a un cocktail qui commence à fonctionner. Et l'un des usages rencontre beaucoup de succès depuis les 12-18 derniers mois, c'est effectivement l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire une IA qui est capable de générer du contenu, que ce soit du texte, des images, des sons, des vidéos, justement en utilisant ces quantités astronomiques de données avec lesquelles elle a été nourrie. Donc justement, l'IA, ça existe depuis une bonne dizaine d'années. En tout cas, on en parle plutôt dans les milieux B2B ou très, très technologiques. Et j'ai l'impression que depuis quelques mois, ça s'est beaucoup démocratisé. On en parle beaucoup, notamment sur l'impact sur les emplois et les compétences. Quels sont les premiers effets qui ont été constatés par le cabinet Wavestone ? Alors, je pense qu'il y a trois étapes dans les effets qu'on voit sur les emplois et le monde du travail. Le premier, qui n'est pas nouveau, qu'on voit déjà depuis quelques années, c'est effectivement un gain en efficacité. Quand on a commencé à utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser un certain nombre d'activités, je pense par exemple à la détection de fraude dans le monde bancaire, à la maintenance prédictive dans l'industrie, à la prévention de la fuite de données, l'impact n'a pas été de dire on va remplacer des êtres humains par de l'intelligence artificielle, mais bien de dire la même équipe, le même nombre de personnes, de collaborateurs, sont en mesure
avec l'aide de l'intelligence artificielle, de couvrir un périmètre plus large, de faire leur travail avec plus d'efficacité ou d'obtenir tout simplement de meilleurs résultats. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit déjà depuis plusieurs années et qui va probablement continuer. Le deuxième effet qu'on va commencer, je pense, à voir apparaître, et en particulier avec l'essor de l'IA générative, c'est sans doute un déplacement des emplois. Nous, on pense que c'est une technologie de rupture, et comme toute technologie de rupture, l'IA générative va forcément modifier la manière dont un certain nombre de tâches sont exécutées, pour certaines desquelles il n'y aura plus besoin de personnes, d'êtres humains, pour les faire, ou en tout cas en moindre nombre. Et donc, probablement, effectivement, il va y avoir un besoin de réorienter un certain nombre de tâches ou d'emplois, de former à l'évolution de ces emplois. Enfin, tout ce qu'on rencontre quand on a une rupture de cette ampleur. Et puis le troisième effet, qui va probablement se dérouler en même temps que le deuxième et le déplacement des emplois, on pense que ça va être un véritable choc de productivité. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'opportunités qui sont offertes par l'IA générative. On pense que ça va créer de nouveaux métiers, ça va créer de nouvelles poches d'économie, de nouveaux emplois. Et aujourd'hui, moi, je fais le pari que ça ne va pas être un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'on ne va pas… si on fait les comptes du nombre d'emplois qui vont changer ou disparaître et du nombre d'emplois qui vont être créés, on fait le pari qu'on va plutôt créer des emplois et créer de la productivité et donc avoir, in fine, un impact positif de cette technologie. Alors, malgré cet impact positif, l'IA dans l'imaginaire, ça fait toujours un peu peur, notamment à cause de la vision qu'on a qui est issue de la science-fiction, qui désigne l'IA comme plutôt quelque chose d'assez destructeur. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de l'IA, ou est-ce qu'on a peur de l'IA mais pas pour les bonnes raisons? Là aussi, je pense qu'il y a plusieurs axes de lecture. En fait, ce qui fait peur, vous savez, il y a un courant de pensée qu'on appelle les catastrophistes, les doomers en anglais. Ce qui leur fait peur, c'est ce qu'on appelle l'IA générale. Ne pas confondre avec l'IA générative. L'IA générale, c'est ce concept d'une intelligence artificielle dont les capacités dépasseraient les capacités humaines. C'est assez bien documenté et l'idée, c'est de dire, à un moment, cette IA générale sera capable d'apprendre toutes les connaissances, de tout savoir dans tous les domaines. Et donc, il y a un certain nombre de personnes qui pensent que cela poserait un risque existentiel à l'humanité parce que ça deviendrait une IA super puissante. Et c'est un scénario à la Terminator. On parle de Skynet qui veut tuer le genre humain. Aujourd'hui, aucune étude vraiment sérieuse ne supporte cette hypothèse. Et pour être très honnête, ceux qui agitent ce risque comme un chiffon rouge, je pense par exemple à un certain nombre de signataires d'une demande de moratoire en début d'année 2023 pour mettre un frein au développement de l'intelligence artificielle, sont les mêmes qui sont au cœur du développement de ce type d'intelligence artificielle. Donc c'est assez contradictoire de voir que des gens comme, par exemple, Elon Musk, qui est à la pointe du sujet, qui était un des fondateurs initiaux d'OpenAI ou des investisseurs initiaux d'OpenAI, demande un moratoire pour freiner et en même temps est en train de lancer plusieurs projets d'accélération de l'intelligence artificielle. Donc, il faut pas tout mélanger. Les gens vraiment sérieux qui travaillent sur le sujet ne parlent pas d'un risque existentiel à court terme. Donc, cette partie de la peur est encore beaucoup fantasmée. En revanche, il y a un certain nombre de risques qui sont bien réels et qui sont concrets et immédiats. Je vous conseille à ce sujet de regarder un TED Talk d'une chercheuse brillante qui s'appelle Sacha Lucioni, qui aujourd'hui travaille pour une société de plus en plus connue qui s'appelle Hugging Face, une société fondée aux États-Unis par 3 Français. Son intervention s'appelle en anglais « AI is dangerous, but not for the reasons you think ». Donc l'IA est dangereuse, mais pas pour les raisons que vous pensez. Et en fait, elle explique comment, après une décennie à faire de la recherche sur ces risques, elle en arrive à mettre 3 risques, comme je le disais, réels et immédiats en avant, plutôt que celui d'une extermination de la race humaine. Le premier,
c'est le risque lié à la consommation énergétique déraisonnée de certains modèles d'intelligence artificielle et donc de l'aggravation du dérèglement climatique si on généralise ces systèmes partout dans nos vies. Et donc, je crois qu'elle donne l'exemple de dire, a-t-on besoin d'intelligence artificielle dans un frigo, dans tous nos appareils du quotidien? Et donc, ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Un deuxième sujet qu'elle évoque, c'est celui de la propriété intellectuelle. Elle prend l'exemple de l'utilisation d'œuvres d'art pour l'entraînement de modèles d'intelligence artificielle, ce qui pose évidemment beaucoup de questions importantes liées au droit, à la création, etc. Et puis enfin, elle évoque le sujet dont on entend pas mal parler aussi des biais, c'est-à-dire l'intelligence artificielle tente à répliquer les biais des données qui lui ont été fournies, donc souvent c'est les biais de la société, qui soient des biais de genre, des biais racistes, etc. Et donc, elle donne là aussi un exemple intéressant qui est, si vous demandez à la plupart des systèmes d'IA générative qui génèrent des images, de vous générer l'image d'un PDG, ce sera souvent un homme blanc d'un certain âge. Et donc, pourquoi pas une femme, une jeune femme? En fait, c'est typiquement un biais. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder ce TED Talk qui dure 10-12 minutes. C'est vraiment intéressant. Il y a d'autres risques bien réels. Je pense au risque de cybersécurité, notamment le fait que, évidemment, les cybercriminels vont utiliser et utilisent déjà l'intelligence artificielle pour mener des cyberattaques complexes, de grande ampleur, difficiles à détecter, ou au risque aussi d'atteinte à la vie privée, puisque, vous savez, pour avoir une IA performante, il faut beaucoup de données. Souvent, on retrouve des données à caractère personnel. Et donc, on voit bien comment cela peut avoir un impact indésirable sur le respect de la vie privée. Voilà, donc les risques sont bien réels. Ce ne sont pas les risques existentiels dont on entend parfois parler. Oui, en parlant de risques, justement, en termes d'usage de la donnée, j'ai assisté à pas mal de conférences données par des illustrateurs, notamment dans le monde de l'édition, qui partageaient leur inquiétude en fait de voir leur offre utilisée de manière excessive par ces intelligences artificielles sans forcément les payer, parce que justement une intelligence artificielle ne crée pas à partir de rien et doit utiliser des œuvres existantes. Et donc il y avait aussi cet aspect-là qui amène réflexion. Absolument. Et aujourd'hui, c'est un des sujets que le projet de loi européenne AI Act essaye d'adresser, essaye de traiter. Je ne sais pas si cette loi sera le bon endroit pour traiter dans le fond les sujets de droit de la création, de propriété intellectuelle, mais en tout cas, il est indéniable que ça soulève d'assez grandes questions. Et aujourd'hui, on n'a pas le début des réponses, pour être très clair. Pour revenir à l'aspect technologique, alors je me souviens avoir vu le fameux graphique, il me semble que c'est de la Gartner, qui liste notamment les technologies qui sont ce qu'on appelle sur la courbe de la hype. Bon, ça a été le cas pour d'autres technologies par le passé qui n'ont aujourd'hui plus vraiment le vent en poupe. Qu'est-ce qui diffère l'IA d'autres technologies qui ont pu faire le buzz par le passé? Alors, c'est sûr, quand vous me dites ça, je pense tout de suite à blockchain et metaverse, et je suis à peu près sûr que c'est notamment à celle-là que vous pensiez. En fait, je pense qu'on peut effectivement pas comparer ces deux exemples à l'IA générative. Il y a une différence fondamentale évidente, c'est l'usage et l'adoption qui ont été immédiats et très larges dans le cas de l'IA générative. Là où pour les deux premières, on essayait quand même, et on essaye toujours, de trouver ce que l'on pourrait bien faire avec ces outils technologiques, sans pour l'instant trouver de cas très probants. Pour l'IA générative, on a le cas un peu inverse, c'est-à-dire on a vraiment des gens de tous horizons qui ont beaucoup d'idées d'utilisation, et j'insiste vraiment sur le côté tout public, c'est-à-dire moi je parlais récemment à un collègue qui me disait mon épouse est institutrice
elle ne s'intéresse pas du tout à la technologie en tant que telle. Mais là, pour la première fois, elle me dit « Ah, mais moi, je pourrais utiliser ce genre de système pour mes élèves. » On entend des personnes âgées parler du sujet et être impressionnées par les capacités. Donc, c'est vraiment, il y a un côté démocratisation qui est indéniable. Et moi, j'ai vu un effet que je n'avais pas vu, à vrai dire, depuis l'arrivée de l'iPhone, donc 2008, qui est en entreprise. Les employés arrivent un jour au bureau et disent « Je veux absolument avoir accès à ces technologies pour mon travail, parce que je l'utilise maintenant dans ma vie personnelle et je ne comprendrai pas qu'on ne s'appuie pas sur le potentiel de cette technologie pour notre vie professionnelle. » Et donc, là où, pour un certain nombre de technologies qui étaient dans la hype, effectivement, où on essayait plutôt de trouver comment utiliser ces technologies, là, on a le cas inverse, où on a plutôt des gens qui poussent en disant « Moi, je vois bien comment utiliser cette technologie, laissez-moi le faire. » C'est vrai qu'en tout cas, l'IA générative est, on peut dire, immédiatement accessible. Là où, par exemple, pour le métaverse, à moins d'utiliser un casque en VR, qu'en plus, pas forcément une technologie qui est aujourd'hui encore très poussée en termes de graphisme, ou la blockchain qui est plutôt utilisée en finance ou dans le domaine des crypto-monnaies qui nécessite un peu de compétences, c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible à une population plus large. Absolument. Aujourd'hui, tout le monde avec un ordinateur, un smartphone a accès à ce type d'outils et ça va probablement encore plus se démocratiser puisqu'on voit de plus en plus d'algorithmes, de systèmes en fait d'IA et d'IA générative qui sont adaptés à de plus petits appareils et donc qui peuvent tourner sur des téléphones ou des appareils du quotidien. Donc ça va probablement inonder notre quotidien dans les années à venir. Et si on devait imaginer le monde du travail transformé par l'IA générative d'ici 5, 10 ans ou plus longtemps, qu'est-ce que vous imaginez? Je dirais, pour les 5 années à venir, je vois un monde du travail qui va se transformer avec justement la diffusion de l'IA dans les entreprises, quelle que soit leur taille, pour automatiser, optimiser des processus, pour augmenter, comme on dit, des collaborateurs avec cette notion de copilote, donc des IA qui ne sont pas à la manette, mais qui sont des aides à faire son travail, ou simplement pour offrir une meilleure expérience aux clients d'une société. Donc ça, je pense que ça va vraiment se généraliser dans les années à venir avec les effets dont nous parlions plus tôt, sans doute de changement d'un certain nombre de métiers et puis de création d'un certain nombre de nouveaux métiers. Au-delà de 5 ans, moi je pense qu'il faut rester très humble. Personne ne peut vraiment prédire comment les choses vont tourner. Je pense que si on atteint cette fameuse IA générale, tous les pans de la société vont être bouleversés. La recherche, l'art, la médecine, l'éducation, la technologie, enfin véritablement imaginer une source de données, une source de savoir sans limite qui peut apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et que l'on peut diffuser dans tous les pans de notre vie. Ça peut véritablement transformer toute notre société au-delà même du monde du travail. Après, pour revenir sur le monde du travail, moi j'ai une idée, une réflexion à partager, c'est celle du progrès social. C'est-à-dire, on peut légitimement se poser la question de savoir si l'essor de l'IA générative ou si l'IA générative est une technologie de rupture telle qu'elle est de nature à amener du progrès social. Et alors, on en parle depuis quelques mois, le fait de dire si on va être plus efficace, plus performant pour faire notre travail, on va donc se libérer du temps. Que fait-on de ce temps-là? Au-delà de la réponse un petit peu immédiate qui est de dire on va pouvoir faire d'autres choses au travail, il y a une véritable question qui est de dire est-ce que ce n'est pas de nature à amener du progrès social, à amener un meilleur équilibre vie pro, vie perso, à réduire peut-être le temps de travail. On parle beaucoup de la semaine de 4 jours. Et alors, en préparant ce podcast, j'ai lu qu'il y a quelques jours, Bill Gates lui-même a dit qu'il pense que l'IA générative va amener, non pas la semaine de 4 jours, mais la semaine de 3 jours à devenir le standard partout.
Alors, c'est un Américain qui le dit, puisqu'il dit, en fait, on n'aura plus besoin de travailler aussi dur. Et donc là, si vous voulez, on est en train de parler d'une révolution de l'ordre de, sans vouloir être trop partir dans un lyrisme trop exagéré, de l'électricité ou de la révolution industrielle. Et donc, là où il y a 200 ans, personne n'imaginait avoir un week-end de 2 jours pour s'arrêter de travailler et une semaine de 5 jours de travail, peut-être qu'aujourd'hui, personne n'imagine avoir finalement une semaine de 3 jours et un week-end de 4 jours. Peut-être que dans quelques dizaines ou centaines d'années, ce sera la norme. Et pourquoi pas? Et pour revenir directement aux activités de Wavestone, quelle place prend l'intelligence artificielle aujourd'hui? Et est-ce que vous avez un exemple concret à nous proposer? Oui, alors nous, on a deux pans d'activité. Évidemment, on conseille nos clients sur le choix des bons cas d'usage, comment montrer que ça fonctionne, et puis ensuite les déploiements à grande échelle, qui est un vrai sujet hein. En entreprise. Arriver à démontrer que la techno fonctionne, c'est souvent relativement aisé. Arriver à mettre la technologie à l'échelle, en particulier dans de grandes entreprises, et la faire fonctionner dans toutes les strates, dans toutes les géographies, c'est souvent une autre paire de manches. Et après, dans notre métier, et je pense que c'est votre question, l'IA va nous impacter de différentes manières. Donc nous faisons du conseil, de la prestation intellectuelle. Et donc, évidemment, il y a des tâches que nous réalisons pour nos clients qui vont être augmentées, optimisées, voire remplacées par l'IA. Je pense à des tâches assez simples comme la rédaction de comptes rendus, la synthèse croisée de plusieurs documents, même complexes. Et donc, on pense que cela va nous forcer, et forcer notre secteur, à se poser ou à se reposer la question de sa chaîne de valeur. Quelle est notre valeur ajoutée véritablement? Et à nous concentrer sur les sujets où nous continuerons à amener de la valeur. Je ne pense pas que ça nous inquiète outre mesure. En fait, je le compare souvent à finalement notre travail avant l'arrivée de Google ou d'Internet. Comment faisait-on avant l'arrivée de Google? Bien, on ouvrait un livre et on disait lis tel livre ou lisez tel livre sur le sujet. Depuis 15 ans, on dit on va googler le sujet, on regarde les résultats, on s'en inspire, on réfléchit, on prend du recul, on retravaille et puis on utilise Google comme ça. Donc, je pense qu'il y aura quelque chose de similaire dans l'utilisation de l'intelligence artificielle où demain, on dira demande à l'IA de te proposer quelque chose et on le retravaille ensuite. Ce sera une base de travail, une aide au travail. Voilà, donc ça c'est un sujet d'efficacité. Et évidemment, on pense que dans notre industrie, cette efficacité sera rendue d'une manière ou d'une autre à nos clients. C'est-à-dire, on sera capable peut-être d'exécuter nos projets plus efficacement, à moindre coût, etc. D'un autre côté, le métier de conseil implique aussi pas mal de travaux avant et après une émission pour nos clients. On a pas mal de travaux de rédaction de propositions commerciales, de réponse à des appels d'offres, etc. Et là-dessus, il est possible que l'IA nous permette vraiment de gagner en efficacité et de peut-être complètement automatiser ces tâches et le permettra de plus en plus à l'avenir. Évidemment, en interne, toutes nos fonctions transverses vont pouvoir en bénéficier aussi, au-delà de nos consultants, les ressources humaines, le recrutement, la finance, les commerciaux, l'informatique interne, etc. Et donc, nous n'avons aucun doute sur le fait que nous adopterons très largement la technologie, toutes fonctions et tous secteurs confondus. Et vraiment, j'insiste, ce ne sera pas seulement pour les technophiles ou ceux qui font du conseil en technologie, ce sera vraiment pour tout le monde. Et en fait, on pense que la question va être celle de la conduite du changement. Et donc, on s'attelle à cette tâche dès maintenant, puisqu'on met déjà dans les mains de nos consultants des outils, je pourrais vous en dire quelques mots, mais par exemple des outils effectivement de synthèse, de recherche documentaire, de formalisation de comptes rendus. Et en fait, on se rend compte que la vraie question du déploiement à grande échelle de ces outils ne va pas forcément être une question d'ordre technologique, mais va être une question
de formation et de conduite du changement. Il ne suffit pas de mettre l'outil dans la main de tout le monde pour que tout le monde, tout de suite, se sente à l'aise avec. Et de ce point de vue-là, on peut effectivement le comparer à l'arrivée de l'informatique, où il a fallu former tout le monde, et ça a pris peut-être plusieurs décennies à l'utilisation de l'outil informatique, et c'est un effort continu. Voilà quelques exemples. Peut-être pour vous donner un dernier exemple très très concret, un des sujets clés dans le monde du conseil, c'est d'arriver à identifier les bonnes ressources, les bons profils, les bons collaborateurs qu'on assigne, qu'on affecte aux bonnes missions et aux bons projets. Et donc, dans une société de la taille de Wavestone, évidemment, avec des milliers de collaborateurs, ça devient un exercice qui peut être compliqué à faire à la main. Et donc, c'est typiquement l'un des domaines où l'on s'aide de l'intelligence artificielle avec la capacité de chercher dans notre base de CV en langage naturel, d'interagir très facilement avec une IA qui nous permet rapidement d'identifier le ou les bons profils pour des projets, missions ou clients donnés. Merci de nouveau pour votre participation. J'ai vu que Wavestone était également en train de publier un ensemble d'articles qui abordent la question de l'IA sous plusieurs angles. Donc, si nos auditeurs veulent y jeter un œil, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode des Voix du Cercle Humania. Merci Camille.